Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Cette semaine, nous parlerons de nos meilleures expériences culinaires, quels sont les plats qui nous ont envoyés au 7e ciel, quelles sont nos meilleures adresses, on vous dévoile tout dans cet épisode. Je suis accompagné ce soir par 3 amoureux de la cuisine. Si on devait le comparer à un élément de cuisine, ce serait une sauce, toujours là pour donner de la saveur et rehausser le goût. Bonsoir Louis. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Elle est notre petit carré de chocolat à la fin du repas qui accompagne le café doux et efficace. Bonsoir Chloé. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Et il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir, j'adore le boulgour, en plus ça rime. Les amis, cette émission sera sous la forme d'un menu. Nous allons faire un entrée, plat, dessert. Nous allons parler donc du coup des entrées, des plats et des desserts qui ont pu sublimer un peu nos vies. Nous avons fait des genres de top, si je puis dire. Et nous allons commencer par Chloé. Chloé, quelle entrée a sublimé ton palais? Alors, de base, moi je cuisine pas beaucoup d'entrées. Je suis plus plat et dessert, donc je pense que j'aurais pas mal à dire à ce moment-là. Mais si vraiment une entrée que j'adore, qui est super simple et que tout le monde peut faire, c'est les tomates mozza. Encore plus quand c'est avec de la mozzarella di bufala. Vraiment, ouais, super bon. Avec une pointe d'huile d'olive et de sel. Et là, surtout avec les chaleurs de l'été qui vont arriver, c'est top. Ok, et pourquoi tu as choisi ce plat-là? Parce qu'il est simple, mais est-ce que peut-être c'est un souvenir d'enfance qui revient quand tu manges ce plat? Ouais, j'ai pas mal voyagé avec mes parents, surtout en Méditerranée, donc Espagne, Italie. Et pour moi, c'était toujours l'entrée que j'ai adorée, que je trouvais super rafraîchissante et que je peux faire aussi facilement en France. Parce qu'il y a plein d'autres plats ou d'entrées qu'on peut pas forcément faire parce qu'on n'a pas les bonnes épices ou les bons ingrédients, alors que les tomates et la mozza, ça reste trouvable un peu n'importe où. Tout à fait, c'est très vrai. C'est un plat qui peut se faire un peu n'importe où et c'est ça qui le rend si génial. Et toi, mon cher Enguerrand? Alors, une entrée qui est chère dans mon cœur, c'est la terrine de mon père. Alors, c'est pas une terrine faite avec des morceaux de mon père, hein, je vous rassure tout de suite. Mais mon père il a encore l'habitude de beaucoup cuisiner, de passer 1 à 2 heures à cuisiner. Ah ouais. Et une des spécialités qu'il adorait faire, c'était de prendre son énorme plat en fonte, de faire sa pâte et de faire un petit peu sa propre terrine. Donc une terrine maison faite avec de la bonne charcuterie, avec de la gelée. Et il ressortait avec un plat de 1 kilo de terrine pour toutes les occasions. Mmh. Et du coup, voilà, mon papa, il est tellement fort qu'il fait sa propre terrine, son propre pâté en croûte. Oh là là. Et ça, c'est inimitable, quoi. C'est quelque chose que j'aurais du mal à retrouver. Quelqu'un qui ait la patience de faire du pâté en croûte tout seul. Et du coup, quand est-ce qu'on est invité chez ton papa? Bonne question. Si t'as un vélo, t'es invité tous les jours. Ah bah, si vous avez écouté notre 4e émission sur les transports, n'est-ce pas, messieurs, dames, vous saurez que je suis en train d'acquérir un vélo. Donc du coup, quand j'aurai le vélo, ouais, carrément. Bon, par contre, faut que je vienne de Nantes en vélo? Ah bah oui, sinon c'est pas drôle, hein. Ah oui, bon. Bon, du coup, on verra ça une prochaine fois alors. Est-ce que tu as une autre entrée éventuellement à nous présenter, enfin, dont tu souhaiterais parler? En général, je suis pas trop entrée. Je crois que j'ai vraiment commencé à aimer la salade au bout de, je sais pas, 15 ans, je sais pas. C'est un Mais plat d'adulte en vrai. c'est ça. Mais les entrées, ça fait trop adulte, hein. Ça fait trop adulte. Depuis que je vis tout seul, c'est beaucoup moins d'entrées, hein. Ouais. Et toi, mon cher Louis? Déjà avant tout respect à ton papa Enguerrand parce que le pâté en croûte ça demande déjà beaucoup de patience, c'est pas facile à faire et c'est quelque chose qui souffre pas de la mauvaise qualité. Moi j'ai réfléchi à un peu toutes les entrées que j'ai mangées et il y avait beaucoup de variétés. Il y avait beaucoup de variétés, autant pour celles que je mange à la maison qui peuvent être des accords assez simples, comme des déclinaisons autour du melon et du jambon, ou alors les salades tomates, mozzarella ou concombre, feta. Alors,
il y en a quelques-unes qui me ramènent en enfance, mais j'ai vécu que chez mes parents jusqu'à assez tard et je les ai vus progresser eux aussi en termes de cuisine. Ils ont toujours découvert des produits qui venaient de plus en plus loin. Ils ont cherché les différences entre l'huile d'olive grecque, l'huile d'olive espagnole, etc. pour qu'on ait le meilleur à chaque fois. Donc peut-être sur les salades comme concombre feta ou les déclinaisons du melon et du jambon, parce que ça aussi, je m'y connais un petit peu, on peut peut-être en parler. Ok, carrément. Bah vas-y, je t'en prie. Hein. Fais donc. Alors, On est là pour ça. eh ben, il faut savoir qu'il y a quelque chose que je peux raconter par rapport à ça, c'est que nous, on n'aimait pas forcément le sucré salé, mais on a découvert l'accord du melon et du jambon assez tard. Il faut savoir que le jambon italien et le jambon espagnol se valent aussi bien pour faire un délicieux melon avec du jambon. Mais la recette, elle peut être encore élargie parce qu'il y a d'autres éléments qui vont très bien ensemble à ce niveau-là. Le parmesan, le vinaigre balsamique, tout ça, ça va très bien pour faire des assemblages et pour réussir à faire un plat avec les ingrédients qu'on a sous la main. Il faut savoir aussi que plus les ingrédients sont bons et plus les ingrédients sont de qualité contrôlée, meilleur sera le plat. En France, il y a une amicale des protecteurs du vinaigre balsamique. Il y a une épicerie italienne, la patronne est très engagée, elle est passée sur France Inter récemment, Alessandra Pierini. Elle-même, justement, elle faisait beaucoup de défense par rapport à ce vinaigre balsamique qui peut avoir autant de saveur que le vin finalement. Ah ouais. Ouais. Donc c'est que ce soit le melon, toujours bien sucré, le jambon de Parme ou le jambon italien, ou le jambon de Parme ou le jambon espagnol. Le jambon espagnol étant un petit peu plus gras en moyenne. Le parmesan de Parme et le vinaigre balsamique, tous les quatre peuvent être combinés différemment pour réussir à faire une entrée de luxe. Ok, ouais, c'est-à-dire que quand tu vas chercher les bons ingrédients d'origine contrôlée, de qualité, tout de suite, ça change la donne, quoi. Exactement, et c'est même possible de faire des assemblages une fois que les ingrédients sont bons. Simplement, ça c'est 4 accords qui vont très bien ensemble, et tant qu'on a ces 4 ingrédients, on peut toujours faire une salade de luxe, peu importe comment on s'y prend. Ok, carrément, bah c'est très, très intéressant. Moi, je vais pas vous parler vraiment d'une entrée à proprement parler, parler plutôt je sais pas, plutôt de tapas, on va dire. Quand je suis parti au Japon récemment, j'ai eu l'occasion de déguster moult plats que je ne connaissais pas vraiment. Et en fait, je suis allé dans un bar c'était où ça? C'était à Kyoto ou à Osaka, je sais plus. Je crois que c'était à Kyoto, où en fait tout était écrit en japonais sur la carte. Vraiment, c'était extrêmement galère de savoir ce qu'on allait manger. Et en gros, j'ai demandé à la patronne, bah voilà, régalez-moi, parce qu'en fait, ils servaient surtout des petits ramequins en fait de multiples entrées. Enfin, en France, ce serait une entrée. Et elle m'a servi un truc, mais je pensais pas que ça allait être aussi bon. C'était du tofu frit dans une sauce légèrement sucrée. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans la sauce, et c'était accompagné d'un petit légume à côté. C'était mais incroyablement bon. Je crois que j'ai jamais mangé un amuse-gueule entre guillemets aussi bon que ça. C'était incroyable. L'expérience était folle parce que j'étais vraiment dans un genre d'izakaya japonais où vraiment il y avait que des vieux. C'était très marrant. Ils fument tous, ils boivent tous comme des trous. Enfin, c'était assez drôle, et en fait tu finis par sympathiser avec ton voisin malgré toi. Parce que bah, du coup la personne est très très curieuse de ce que tu es, de pourquoi tu es là, parce que pour eux, voir un étranger arriver dans ce genre d'endroit, c'est peu commun. Et c'est vrai que c'était assez marrant, toute cette ambiance vraiment très typique en fait des grandes villes japonaises. Et c'était vraiment toute cette ambiance qui ont fait que ce plat était assez incroyable. Et puis pour la petite anecdote, là-bas, ils servent pas des demi ou des pintes de bière. Ils servent des 600 millilitres, des grosses bouteilles carrément. Genre c'est pas comme chez nous, quoi. C'est vraiment très marrant.
Et vraiment, toute l'expérience est assez incroyable. Là, j'arrive plus à parler. Autour de ça. Et il y a une deuxième entrée également dont je souhaiterais parler. Ce sont les escargots. Alors, les escargots, c'est très spécial parce que tout le monde n'aime pas ça. Vraiment, c'est un plat qui est clivant, on va dire. Bah après, si ça a pas de goût, c'est pas sa faute, quoi. Non, mais L'escargot n'a pas de goût. Les personnes qui n'aiment pas les escargots n'ont pas de goût. Voilà, ça y est, c'est dit. Expono s'engage. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un plat. Les personnes n'aiment pas, mais les personnes qui n'aiment pas généralement sont des personnes qui n'ont pas goûté les escargots. Et je connais plein de personnes qui ont goûté et qui après ont trouvé ça trop bon. Et quand j'étais petit, on avait une maison en Bourgogne, pas très loin de Sens, et du coup, il y avait plein d'élevages d'escargots là-bas. Et j'ai un souvenir enfin, je devais avoir 5-6 ans, vraiment, j'étais tout petit, où on achetait les escargots, ils n'étaient pas encore préparés en fait. T'achètes juste l'escargot dans sa coquille. Et j'avais fait le beurre aillé avec une amie de ma grand-mère. Du coup, on avait vraiment beurré les escargots. Après, on les a préparés. C'est hyper long à faire. Ça nous avait pris une bonne partie de l'après-midi. Et on les a mangés. Et c'était absolument phénoménal. C'est les meilleurs escargots que j'ai mangés, je pense, de ma vie. Déjà parce que c'était ultra local et ultra frais. Donc nécessairement, comme ce qu'a dit Louis avec les produits d'appellation d'origine, ça change la donne en fait quand tu as des ingrédients qui sont vraiment de qualité. Le beurre était très bon, l'ail aussi. C'était vraiment assez fou. Et puis c'était la première fois que je faisais. Enfin, c'était un peu ma première rencontre avec la cuisine, entre guillemets, avec des trucs longs à faire. Et c'était assez chouette à faire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, ça me ramène vraiment en enfance, cette histoire-là. Quel âge tu avais, Charles? Je devais avoir 5-6 ans, je crois. C'est beau de réussir à préparer des escargots à cet âge-là. Je pense qu'il y avait un côté nostalgique qui a rendu le plat peut-être encore meilleur. Mais ce qui est clair, c'est que quelque chose qui donne beaucoup de goût aux escargots, c'est la persillade. C'est ce beurre persillé qui va donner Ouais, carrément. de la saveur et du gras, du bon gras au plat. Carrément, c'est-à-dire que quand tu sors le plat du four et que tu entends le gras chanter, ça grésille. Là, tu fais, ah, ça y est, là, c'est bon. Là, on va bien manger. Là, ça va être bien. Et ça sent bon en plus. Et ça sent méga bon. Rien que d'en parler, voilà, ça y est, j'ai faim. Alors que ça fait quoi, 10-15 minutes qu'on a commencé l'émission. Alors, on va passer au plat maintenant, le plat de résistance. Allez, par qui on commence? Allez, on va commencer par Louis pour le plat. Alors, plat de résistance, j'ai deux plats qui viennent un petit peu de mes origines du sud-ouest. J'ai la moitié de ma famille du côté de mon père qui est en partie là-bas. Lui-même est né dans une ferme, il a grandi dans l'amour un petit peu des beaux produits. Bon, la vie, elle était pas toujours facile là-bas et même sur place, il mangeait pas forcément bien, contrairement aux préjugés parce qu'ils avaient pas forcément l'argent pour ça. Mais ma grand-mère, elle a conservé beaucoup de bonnes recettes qu'elle m'a transmises. C'est quelque chose qu'elle voulait pouvoir transmettre à ses petits-enfants et elle était bien contente que quelqu'un dans la famille se soit trouvé une passion pour la cuisine. Donc j'ai deux recettes qui viennent d'elle. Je peux vous détailler un petit peu le quoi, le comment et comment on les fait. Carrément, vas-y, on est là pour ça. Ces deux recettes, c'est la poule au pot d'Henri IV traditionnelle et les riz de veau. Mais riz de veau pas fait en bouche à la reine d'une manière un petit peu différente et meilleure que tout ce que j'ai pu trouver en restaurant pour différentes raisons, mais ça on peut le voir après. La poule au pot, faut savoir que c'est un plat du dimanche. Henri IV voulait que dans chaque foyer de France, il puisse y avoir une poule au pot le dimanche. Bon, si jamais on l'a fait de manière traditionnelle, c'est quand même très long à faire, étant donné qu'il va y avoir pas mal de plats différents sur la table, un petit peu à la manière d'un couscous.
Donc la recette composée de plusieurs plats. Donc déjà, c'est une poule farcie de 2 ans qui est cuite dans un bouillon de légumes qu'on aura fait avant pour un autre plat. Elle est accompagnée d'un risotto cuit avec le bouillon de la poule. Et à côté, il y aura une rémoulade pour le côté frais, mais un côté assez abondant parce qu'il y aura un plat de plus sur la table. Une sauce tomate qui s'accompagnera de riz. Et aussi, il y aura d'autres viandes, en plus de la poule au pot. Un peu comme... parce que c'est une poule farcie, tout simplement. Et pour les viandes, c'est le collier de veau, c'est la joue de bœuf. La joue de bœuf qui est l'une des parties les plus moelleuses de l'animal. En termes d'alternatives, on peut toujours trouver le plat de côte qui sera moins cher, mais qui donnera beaucoup de goût, mais c'est plus dur. Il y aura aussi une petite entrée, justement, ça déborde un petit peu, réalisée à base de bouillon avec des perles du Japon ou du tapioca. Donc voilà, c'est un plat assez riche. D'un côté, il y a la poule, de l'autre côté, il y a le riz, d'un côté, il y a un autre plat de viande avec des légumes, des carottes, des poireaux, etc. Mais en plus, il y a ce bouillon de tapioca qu'on boit au fur et à mesure du repas. Donc c'est une poule, on l'a farcie à l'origine, on met l'excédent de farce dans une boule de cuisson qu'on fait cuire avec, on porte le tout à ébullition avec la volaille, l'oignon, l'ail, le persil, du pain trempé, des œufs, etc. Les navets, les carottes, les poireaux, céleri, oignons piqués, clous de girofle, persil et bouquet garni, tout ça, on le rajoute dans une marmite bouillante et on cuit pendant environ 3 heures. Donc ça, c'est la poule farcie. Une sauce tomate, je vais pas vous apprendre comment faire, il y a tellement de recettes qu'on pourrait s'y perdre, mais une sauce tomate à l'italienne, ça ira très très bien. Avec une échalote, c'est vraiment le top. La rémoulade, pour l'accompagner, ça aussi, c'est un plat typiquement français qu'on mange un petit peu moins. On cuit des œufs dans l'eau chaude, qu'on écale ensuite, qu'on sort le jaune et qu'on écrase. On coupe les blancs en petits dés. On rajoute une échalote et quelques cornichons coupés finement, de l'huile neutre et du vinaigre, et on ajoute le jour même un hachis d'ail et de persil. En fait, la recette finalement elle se décline sur plusieurs jours. Il y a une partie qu'on fait la veille et il y en a une partie qu'on fait la journée. L'avantage d'un prévu 3 mois en avance de faire ton plat. C'est ça. Ma grand-mère, elle avait l'habitude un petit peu de faire un bouillon de pot-au-feu pour notre arrivée, avec le plat de côte, etc. et tout ce qu'on allait manger à côté avec la poule au pot. Donc finalement, ce pot-au-feu, c'était pour notre arrivée, et 2 jours plus tard arrivait la poule au pot. Vous mettiez 2 jours à manger. Ouais, quand même. Ouais, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ma grand-mère, elle a plus de 90 ans aujourd'hui. À chaque fois qu'on y va, elle nous attend et le plat est prêt. Donc voilà, il faut faire un risotto et puis tout va bien. Et pour le dressage, on sert le risotto, la sauce tomate, la rémoulade dans des plats séparés. On dresse la poule, la farce, la joue et le collier de légumes dans un grand plat. Donc finalement c'est un plat de fête vraiment magnifique. On peut pas en faire tous les dimanches, mais si tout le monde pouvait le faire une fois par an, je pense que le monde en général serait beaucoup plus heureux. Ouais, c'est des genres de plats mijotés, vraiment très doux, où t'es là avec toute ta famille et vous passez juste un bon moment, en fait. Ouais. C'est vraiment cool, ça. En général, on n'a pas besoin de manger le soir, ça c'est sûr. Ouais. C'est ni la semaine qui suit d'ailleurs. Oh, la semaine qui suit, quand même, on finit par avoir un petit creux à un moment donné. Mais ce qui est clair, c'est qu'il en reste pour plusieurs jours à chaque fois et que c'est un plat magnifique pour recevoir. Donc, si jamais vous avez le temps d'écouter au ralenti et de prendre des notes pour récupérer la recette, et qu'un jour vous décidez de changer du traditionnel bœuf bourguignon ou du couscous, etc., pour chercher une alternative plus française, plus originale, même si le bœuf bourguignon, c'est 100% français, bien sûr, la poule au pot, ça peut être envisageable. Ok. Et deuxième recette, plus simple, rassurez-vous, j'ai commencé par le plus dur, les riz de veau. C'est pas facile à faire, mais à expliquer, c'est quand même assez simple. En général, c'est dégusté en bouchée à la reine. Moi, c'est jamais comme ça que je les ai mangés finalement, à part en restaurant. Ouais.
En fait, ce sera plutôt en sauce, accompagné de tagliatelle fraîche. Et ça peut être extraordinaire. Bon, alors, il faut savoir que c'est un plat qui supporte pas la mauvaise qualité des ingrédients. Les riz de veau, il faut les traiter comme un invité. C'est le cinquième invité du repas. On les fait blanchir la veille dans de l'eau froide, on les porte à ébullition pendant 30 minutes. On assaisonne avec un peu de bouillon. Ensuite, on retire les riz, on jette l'eau de cuisson et on pèle les riz de veau. Ils ont une fine couche, un petit peu comme une pellicule, très difficile à voir à l'œil nu, mais on peut réussir à la retirer si on décide d'y passer 1 ou 2 heures. Attends, donc tu pèles de la viande? Exactement, il y a une petite. Est-ce que tu vois, imagine une petite côtelette d'agneau où tu sépares la viande de l'os et il y a des genres de filaments. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ça Des fait genres longtemps de que j'ai- filaments, bon, des filaments un petit peu gras, etc. Ouais, moi je C'est vois, ouais. c'est en fait un petit peu ce genre de filament que tu vas retrouver sur les riz de veau crus. Et c'est cette peau-là qu'il faut réussir à enlever et que les restaurants finalement s'embêtent très rarement à enlever parce que c'est beaucoup de travail et il n'y a aucune machine qui peut faire ce travail de précision. Ça ne demande pas des grandes compétences, mais c'est long, c'est rébarbatif et les riz de veau, c'est assez délicat. Et après, une fois qu'ils sont pelés, il suffit de les faire revenir avec un peu de farine, des échalotes, un bouquet garni, un peu de madère, ajouter un bouillon de pot-au-feu. Donc, on peut faire les 2 plats, la poule au pot et les riz de veau en une seule semaine, si on est très motivé. Et on Par cuit contre, tu poses pendant. une semaine de congé payé, quoi. Ouais, voilà. On cuit pendant 1h30, 2 heures. Et à mi-cuisson, on ajoute des champignons de Paris ou des cèpes qu'on a fait revenir à l'avance. Et en fin de cuisson, on rajoute un petit peu de madère et 2 cuillères à soupe de crème fraîche. À servir avec des pâtes, c'est un repas de luxe. C'est vraiment une façon de cuisiner les riz de veau qui a beaucoup de saveurs. On connaît quelqu'un qui a quitté c'est un ami de la famille. Hein. Il avait quitté un gros poste de directeur chez la Fnac pour se mettre à la cuisine et vivre son rêve à 40 ans. Ok. Il a fait des études de cuisine. Il a beaucoup travaillé dans le milieu, mais il a quand même demandé une recette pour le mariage de son fils. Et il l'a demandé à mon père, qui a révélé la recette des riz de veau de sa grand-mère. Ils se sont contactés par téléphone. Il a fait exactement comme elle a dit, lui-même un chef. Il a travaillé en cuisine pendant 2 heures pendant le mariage de son fils, 2 heures, beaucoup plus, pour faire des riz de veau pour 60 personnes. À la fin, il disait qu'il a rien changé de la recette, il a pas fait une maigre adaptation. Tout le monde était très ravi du plat et lui était tellement épuisé qu'il a plus quitté la cuisine jusqu'à la fin de l'après-midi en disant qu'on m'apporte un verre. Et le mec est resté là à picoler dans la cuisine inlassablement pour enlever la fatigue. Mais du coup, est-ce que tu as une adresse dans Paris éventuellement où on pourrait manger d'excellents riz de veau comme ça? Alors, j'ai jamais trouvé. Ok. J'ai pas cherché. Alors déjà, enfin si, j'ai cherché, mais j'aurais pu chercher sans doute un peu plus. Je le fais pas parce que j'ai une grand-mère qui m'attend et que tant que j'apprendrai à maîtriser sa recette, je serai jamais en déficit de riz de veau. La plupart des restaurants, comme je dis, on peut manger avec comme des bouchées à la reine. Moi, Ouais. ce que je conseille, c'est de faire les riz de veau soi-même et de prendre le temps de les peler. Parce que cette recette, vous aurez du mal à la trouver en restaurant. Les riz de veau en sauce avec la coroma de terre, c'est pas quelque chose qui se fait très traditionnellement. C'est un mets luxueux et il n'y a pas moins de monde qu'on le pense qui l'apprécie. Les abats, c'est pas le truc de tout le monde. Ok. Ouais. Bon, pourtant, enfin, moi, c'est pas mon truc et j'avoue, j'ai découvert ça un peu par hasard, mais en bouche à la reine. Hein. Donc, mais fait par un genre de traiteur au marché de Talensac à Nantes. Et c'était vraiment très, 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 très bon. J'avoue. Donc, ouais. Et tu m'as pas dit, j'ai habité 4 mois à Nantes et je savais même pas qu'il y en avait. Et t'étais parti quand j'ai découvert ça sur le marché. Mais c'était vraiment Ouais, très, 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 très bon. t'as surtout acheté toute la production à mon insu. Ouais, c'est ça. J'ai acheté tout le stock, j'ai dépensé tout mon fric qui me restait. Par contre, j'ai plus d'argent, mais j'ai beaucoup de bouche à la reine dans le frigo. Hein. Ça, y a de quoi faire. Bah écoute, j'arrive en vélo. On fera un aller-retour. Et toi, ma chère Chloé,
Alors, il faut savoir déjà, j'ai pas mal cuisiné pendant le confinement parce qu'on était 2 à la maison et 14 repas par semaine, ça y va. Ouais. D'un moment, on en a un peu marre de faire des pâtes carbo ou ce genre de choses. J'ai découvert une recette hyper sympa et hyper simple à faire et donc je voulais la partager. Parce qu'après avoir entendu tout ce que Louis avait fait pour son rideau et tout, je me dis, il faut aussi proposer des petites recettes simples. Et c'est très facile parce que pour ma recette, il faut 4 ingrédients, à savoir pâte feuilletée, saumon frais, courgettes et curry. Et j'adorais le principe parce que d'habitude, avec la pâte feuilletée, je fais très souvent des quiches et ça tourne autour des mêmes quiches, genre saumon épinard ou Ouais. les quiches Lorraine. Et là, en fait, grâce à la pâte feuilletée, on vient faire des petits chaussons où, en gros, d'abord, on fait revenir les courgettes dans une poêle pour qu'elles cuisent. Et en attendant, on découpe des petits cercles de pâte, je sais pas, environ 7 cm à peu près de diamètre. Et on vient, après, une fois que les courgettes sont cuites, poser un peu de courgettes, un peu de saumon et tu saupoudres le tout de curry et tu viens refermer le petit chausson pour faire une demi-lune. Une fois que tu les as tous faits, tu les mets au four 15-20 minutes. Et franchement, c'était trop bon et ça permet de tester une nouvelle façon de faire d'utiliser de la pâte feuilletée en fait. Carrément. Et c'est assez rapide à faire et il faut pas grand-chose. Et je pense qu'on peut. Moi, le principe des chaussons, après, selon ce qu'on a, on peut facilement voir après des chaussons un peu style bolognaise en mettant un peu de steak haché et de sauce tomate. Enfin, ça peut être pas mal repris selon ce qu'on a dans le frigo. Carrément. Ça a l'air vachement bon, ton truc. Ouais, non, Dis, c'est la prochaine fois que je viens à Boulogne, il y a moyen pas de problème. Tu pourras en avoir plein. Ça va, je vais passer mon podcast à m'incruster chez les gens. Je prépare mes prochaines vacances là, sur Paris. Attention les gars. Ouais. Bah, très bien. Mais c'est mieux qu'une adresse au resto, du coup, ça te coûte moins cher. Tu te fais Voilà, inviter c'est et ça. voilà. Donc, j'avais dit en introduction qu'on vous dévoilerait certaines de nos meilleures adresses éventuellement. Et ben, une très bonne adresse chez Chloé. Voilà. On donnera pas l'adresse, bien évidemment. Il va falloir trouver. Il y aura un petit jeu d'énigmes qui sera à résoudre sur les réseaux sociaux pour trouver l'adresse de chez Chloé. Merci, c'est gentil de garder un peu mon anonymat. Et toi, mon petit Enguerrand? Alors du coup, les plats qui m'ont marqué, c'est pas malheureusement, je n'ai aucun goût. Les plats qui m'ont marqué, c'est pas les plats mijotés pendant 5 heures par ma grand-mère que j'aime ou par ma famille. C'est les plats qui m'ont plus marqué, c'est les plats de randonnée ou les plats de bateau avec mes potes scouts. Et c'est juste, en fait, c'est un des plats qu'on mangeait souvent, c'était le chili con carne. On prenait Ça, c'est incroyable. Ouais, mais bon, on prenait la boîte de conserve de chili con carne de Roumanie, on prenait du riz, Ah non! comme Ah non! comme des gros dégueulasses. Là, je vois déjà Louis qui essaye de sauter par la fenêtre. Reviens, Louis! Il est mort de rire, Louis. Ah ouais, parce que moi, du coup, c'est aucun respect, en fait. Mais c'est juste, c'est le genre de plat où peu importe ce que tu manges, en fait, à partir du moment où tu es en communion avec les gens avec qui tu manges, tu peux manger n'importe quoi. Je me souviens de traverser, on avait passé 8 heures sur le bateau à faire une navigation de nuit avec 3 autres potes. Et on avait notre plat de chili con carne qui était préparé depuis déjà une douzaine d'heures et c'était toujours aussi bon, quoi. C'est le genre de plat qui est bon à 10 heures, à midi, à 4 heures du matin. Non, mais alors, sur ça, tu as tout à fait raison. C'est vrai que le chili, c'est un plat qui te redonne complètement des forces. Parce que c'est méga protéiné, déjà, quand même. C'est de la viande avec des haricots rouges et du riz. Donc là, en termes de protéines, c'est un peu compliqué de faire mieux que ça. Sauf si tu prends des œufs crus le matin, mais je crois pas que tu le fasses, en tout cas. Non, non. Et c'est vrai que le chili, c'est un truc qui peut se manger tout le temps, quoi. C'est fou. Ça s'adapte à toutes les situations. C'est un peu Mais ton ouais, meilleur ami de la nourriture, quoi, le chili. ça sauve des vies si tu manges comme ça et tu sens que ça va directement dans l'estomac et ça commence à faire une sorte de bouillie, un peu comme la chimie amusante, tu vois. Ça fait des petites explosions. En plus, ça se conserve très bien. Ça, c'est un autre avantage C'est qu'il vrai. faut mentionner. C'est le chili, t'en fais un gros plat pour 15. Finalement, t'as fini tout seul à ta table parce que personne n'a voulu venir chez toi.
Et c'est bien dommage parce qu'ils auront pas de chili. Et ça veut dire que t'en as pour 15 repas, c'est-à-dire 15 journées. C'est ton chili, au bout d'un moment, il va perdre un petit peu de saveur, mais c'est pas un plat qu'il va falloir manger immédiatement ou faire chauffer et ce sera moins bon, un peu comme des frites. C'est une qualité extraordinaire. Ah oui. C'est clair. C'est clair. Et moi, j'ai une adresse, du coup. Vas-y. Alors, du coup, j'adore la cuisine indienne depuis que je suis parti en Australie et que j'ai passé 4 mois avec des Sri Lankais. Oui. Ils m'ont appris l'art des épices. Et un art ancestral. L'art ancestral. Et donc, du coup, en revenant à Paris, j'avais un pote qui habitait à Gare du Nord et il m'a dit, il y a des excellents Indiens qui sont là. J'ai des excellents Sri Lankais. Et il m'a montré un tout petit resto dans le coin qui s'appelle le Corner, justement, vu que c'est dans un coin. Alors, vous le trouverez, hein, il y en a 2, mais je vous dis pas exactement, hein, c'est à vous d'aller à Gare du Nord. Déjà, faut aller à Gare du Nord. Et oui. Et là, c'est vraiment tendre dans un autre monde, en fait, avec l'air embrumé de curcumin, avec des petites notes épicées. T'as que des Indiens qui vont là-bas, avec le riz parfaitement cuit, et c'est juste plein d'entrées frites. Et moi, ce que je prends tout le temps, c'est le Kotu Parota. Je sais pas si vous voyez les naans indiens. Ouais. Oui. Vous prenez une multitude de naans. Alors attends, on va expliquer peut-être ce qu'est un naan pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors, un naan, c'est un petit pain rond, un peu comme une crêpe, mais avec plus de consistance. C'est un peu gonflé. Ouais, un peu levé. Une crêpe un peu soufflée, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc, d'habitude, tu manges ça pour saucer avec ce que tu manges. Sauf que là, tu prends 3-4 naans, tu les coupes en tout petits carrés, et après, tu les mélanges avec ta sauce, tes légumes et ta viande. Pour en faire une sorte de... En fait, si tu remplacerais presque le riz par du naan, quoi. Okay. Et ça fait des morceaux de naan tout imbibés de ces épices délicieuses avec les saveurs de la viande et des légumes qui viennent se chevaucher. Donc, ça se mange très bien. Pour pas très cher. Tellement faim. Ouais. Et c'est juste, et tu vois, c'est tout simple. À un moment, j'avais même refait ça chez moi. J'avais acheté des naans à une Gare du Nord. J'avais fait mijoter de la viande. C'est très bon. Pourquoi j'avais fait pas ça, moi? Pourquoi j'en refais pas? Ok, c'était donc les 2 plats que tu souhaitais nous présenter en Guérant? C'est ça, avec une adresse à Gare du Nord. Avec une adresse à Gare du Nord. Donc le Corner à Gare du Nord. J'ai une adresse aussi. Ah, vas-y, Louis. J'ai une adresse que je n'ai pas donnée parce qu'on n'y trouve pas de riz de veau et ta question m'a induit en erreur. Mais bon, j'ai une adresse. 1, 2, 3. J'ai une adresse que vous connaissez aussi, Charles Enguerrand, à laquelle on est déjà allé. C'est à Montmartre. C'est un restaurant qui s'appelle La Vache et le Cuisinier. Et typiquement, ça serait le genre de restaurant dans lequel on pourrait trouver des riz de veau, même s'il m'a pas semblé en voir au menu. C'est un restaurant de cuisine française traditionnelle où on peut notamment trouver des couteaux, le poisson, pas l'instrument, mais aussi l'instrument. Beaucoup de viande, côte de bœuf, grillade, mais aussi donc ça va de la franchise à la finesse, et ils ont aussi des très très bons vins. Et si jamais vous voulez faire un restaurant un petit peu exceptionnel de temps en temps avec dans un quartier très sympa de Paris, La Vache et le Cuisinier, c'est un restaurant qui représente l'art de vivre à la française au plus haut point. Et les prix sont pas excessivement cher en plus pour ce que c'est, j'avais trouvé quand on y était allé. Enfin, dans mes souvenirs en tout cas. C'était pas... Fallait pas craquer ton PEL en y allant, quoi. C'est ça. On peut craquer le PEL quand on va au restaurant 3 étoiles au Michelin une fois pour le bac du petit dernier ou pour la demande de fiançailles. Mais La Vache et le Cuisinier, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire une fois par an. Et puis d'ailleurs, j'attends vos disponibilités pour qu'on puisse y retourner. Moi, j'ai hâte. Ça marche. Bah écoute, on te donnera nos disponibilités à la fin de cette émission. Je me suis rendu compte que j'étais un sauvage de première catégorie, que j'ai coupé la parole de Chloé
Sauvage. qui avait d'autres plats à nous présenter. Chloé, je te prie d'accepter mes plus plates excuses. En échange, je veux un petit plat, Charles, hein, fait maison. Tu l'envoies Ça par la marche. poste. Ça marche, on fera ça. Non, quelque chose que j'ai aussi, je voulais partager un peu un souvenir. J'ai fait un échange en Chine. Et un peu comme tu disais, Charles, avec les menus qui sont écrits tout en chinois. Et pour le coup, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais commander? Et puis bon, tu tentes, tu pointes Ouais. une photo du doigt en te disant, ça a À l'air la bon. différence qu'en Chine, tu as des photos. Au Japon, t'en as pas. Enfin, pas souvent. Ah, ok, Beaucoup moins. je savais pas. Ouais. Donc j'étais plus facilement induit en erreur, du coup. Tu penses commander de la viande, en fait, avec du poisson, et tu te dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Et du coup, franchement, de manière générale, il y a quand même beaucoup de plats très très bons en Chine. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, dans les restaurants chinois, ça reflète pas toute la diversité qu'ils font. Parce que c'est pas de la nourriture chinoise qu'ils font dans les restaurants chinois. Ouais, aussi, genre Voilà, tout typiquement simplement. le riz cantonais, ça n'existe pas là-bas et je trouve ça un peu décevant Alors, parce que si ça existe, mais c'est pas du tout ça. Je sais plus exactement la recette, c'est avec de l'œuf en omelette sautée. Enfin, je sais plus ce qu'il y a exactement, mais c'est genre du riz avec de l'œuf, quoi. Du riz cantonais. Je crois, si je dis pas de bêtises. ouais, mais Mais nous on ça l'a. a pas du tout ce nom-là et ça a pas du tout cette recette-là. Et puis ouais, le fait qu'on rajoute des petits pois dedans, enfin bref, Oui. c'est Ça n'a quand aucun sens même parce qu'il n'y a pas de petits pois en Chine, donc voilà. c'est clair. Et du coup, ouais, je suis un peu déçue parce que je retrouve pas trop en France ces saveurs-là. Ouais. Et j'avais adoré prendre tout ce qui est riz frit ou quelque chose comme ça et que ouais, en France on n'a pas du tout. Et j'ai découvert du coup une adresse récemment dans Paris. Bon, j'espère que les auditeurs habitent Paris ou dans le coin. C'est vrai qu'on m'a donné pas mal d'adresses parisiennes. Mais du coup, ça s'appelle chez Aki. Et ça fait des super plats à base de riz ou de nouilles sautées qui sont juste une tuerie. Moi, j'ai Ok. pris la dernière fois, il y a et il y a aussi crevettes, enfin, il y en a plein. Et c'est vraiment pas cher, c'est à peu près 10 € le plat. Et c'est dans le 3e arrondissement, à côté de rue du Temple. Et je vous D'accord. encourage vivement à y aller, parce que vraiment, c'est une très très belle découverte. Et j'ai retrouvé les saveurs que j'avais perdues dans mon voyage à l'étranger. Ouais, je comprends tout à fait. Et ben, tu m'offres, si tu n'as pas d'autres plats à présenter, ma chère Chloé, Non, c'est bon? merci, c'est Non. gentil. Du coup, c'est bon, je peux faire ma transition. Pour mes plats, tu parles de la Chine. Donc, comme je l'ai dit moult fois, j'ai fait une partie de mes études à Shanghai. Et ça va amener à mon premier plat, du coup, qui est, je pense, le plat que je préfère au monde, vraiment. Genre, j'ai pas trouvé aussi bon que là. Ce sont des raviolis chinois, donc ça s'appelle des xiaolongbao. Et les xiaolongbao, c'est vraiment une spécialité de Shanghai. C'est des raviolis avec une sauce à l'œuf. Et la sauce est insérée avec une aiguille dans le ravioli. Ils font cuire le ravioli avec un peu de viande dedans et ils injectent la sauce dans le ravioli quand il est chaud pour que la sauce chauffe juste ce qu'il faut, en fait. Enfin, ça, c'est la recette un peu traditionnelle, je crois. Enfin, là où j'en ai mangé à People Square, l'endroit où apparemment c'est les meilleurs xiaolongbao de Shanghai, euh, j'en ai mangé à divers endroits dans la ville, mais j'ai pas trouvé mieux que là où j'en avais mangé à People Square. C'était absolument exceptionnel avec une petite sauce au vinaigre à côté, mais qui est même pas nécessaire parce qu'en fait, tu prends ton ravioli, tu le mets dans la grande cuillère, tu perces ton ravioli, tu as la sauce encore un peu fumante qui sort du ravioli et tu dégustes. Et alors là, vraiment, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui n'aime pas les xiaolongbao, mais vraiment de bonne foi. Impossible. Ça pourrait être une adaptation en local de là-bas de la carbonara italienne finalement, parce que carbonara c'est une sauce à l'œuf à l'origine avec du fromage certes, mais en fait finalement le procédé il est un petit peu différent, mais finalement on pourrait très bien faire un ravioli avec la viande de la C'est un peu carbonara ça. et puis insérer la sauce à l'œuf à l'intérieur, ça C'est un donne peu des ça. Et en super fait, idées ça.
Vraiment, le truc, c'est qu'ils font un tout petit peu chauffer la sauce juste avant, histoire que ce soit quand même un peu digeste. Et puis ils l'insèrent avec une aiguille dans le ravioli. Et puis, tant que le ravioli est chaud, la sauce va chauffer. En fait, la sauce va pas refroidir le ravioli, c'est l'inverse qui va se produire. Et c'est vraiment mais incroyable. C'est une explosion à chaque fois quand tu manges ce truc. Enfin, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé mieux que là-bas comme plat. Vraiment, c'est mon plat préféré. Donc du coup, j'ai 3 plats. Ça, c'est le premier. Mon deuxième, c'est un couscous dans un restaurant à Boulogne-Billancourt. Un restaurant qui s'appelle chez Tayeb. C'est un restaurant que je connais depuis que je suis tout petit. Et ce sont des Marocains en fait qui tiennent ce resto. Et c'est un des meilleurs couscous que j'ai mangé en restaurant, j'entends, parce que j'en ai déjà mangé des couscous en Tunisie chez des amis de la famille et ça n'avait rien à voir, bien évidemment. Mais là, vraiment, ce couscous donc, que je connais très bien de chez Tayeb, euh, c'est fou parce que la viande est d'une qualité absolument incroyable. Ça vient d'un boucher qui est juste en face de chez eux et qui a ses propres élevages, des tout petits élevages, je crois qu'ils sont en Normandie, donc c'est pas trop loin de la région parisienne. Euh, donc, enfin vraiment, la viande est d'excellente qualité et quand vous prenez le couscous avec la souris d'agneau et les merguez, enfin c'est fou. Puis tous les accompagnements sont vraiment excellents. Leur sauce harissa est très bonne aussi. Le bouillon avec tous les légumes, je n'en parle même pas, c'est un véritable délice. C'est une de mes meilleures adresses, je pense, que j'ai sur des repas simples, mais qui sont vraiment très, 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 très bons, quoi. Donc, le couscous de chez Tayeb, qui est vraiment un de mes plats favoris. Et mon dernier, on va retourner un peu sur le plat mijoté par les grands-mères, car pour moi, c'est de la langue de veau. Alors, je suis pas du tout à bas non plus, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais alors, la langue de veau préparée par ma grand-mère maternelle, c'était quelque chose d'assez incroyable. C'est que vraiment, des gens qui n'aimaient pas pourtant tout ce qui va être poule au pot, pardon, pot-au-feu, tout ça, plat mijoté, vont goûter la langue de veau de ma grand-mère et vont aimer. Vraiment, j'ai vu ça à plusieurs reprises, je ne mens pas. C'est vraiment incroyable et ça me rappelle tout plein de souvenirs quand j'habitais encore chez ma maman et que le dimanche, on avait le droit à la langue de veau de ma grand-mère préparée pendant des heures avec les légumes mijotés, la viande mijotée, enfin c'est la sauce, tout ça, le gros sel qui va bien dessus. Vraiment un plat assez extraordinaire. Et il y a des invités, enfin des personnes, des amis de la famille, qui, lorsqu'ils étaient invités chez ma mère, disaient à ma mère, écoute, nous, ce qu'on veut, c'est la langue de veau de ta maman. Voilà, c'était la seule request, la seule requête qui a été faite, c'était avoir la langue de veau. Et ça, ça m'a marqué que des personnes comme ça disent, ok, je viens, mais s'il te plaît, demande à ta mère de faire une langue de veau. Et ça, c'était quand même assez incroyable. Et puis enfin, la viande qui fond sous la langue, vraiment. C'est complètement dingue. Je suppose, Louis, ça te rappelle les mêmes choses, toi, quand tu parles de la poule au pot de ta grand-mère. Ça me rappelle même encore mieux, ça me rappelle la langue de veau de mon autre grand-mère qui est aussi complètement exceptionnelle. J'adore ça parce que c'est aussi ma grand-mère maternelle qui fait une langue de veau vraiment extraordinaire. Je me demande, elle l'accompagne comment sa langue de veau? Est-ce qu'elle est plutôt partisane de la sauce tomate ou est-ce que elle est plutôt juste avec les légumes à côté? Légumes et bouillon. Ouais, plutôt pareil aussi. Ouais. Alors vraiment très simple. Enfin, très simple. Ça prend des heures à faire, mais dans la conception, très simple, très efficace. Un must, vraiment, des plats que j'ai pu manger. Ce qui est génial aussi, ce que je trouve avec la langue de veau, c'est, tu parlais des gens qui aiment pas forcément les plats mijotés, les abats, c'est que ça ressemble en fait, au goût, ça ressemble ni à un abat parce que ça a pas forcément un goût aussi fort, et ça ressemble pas non plus à un plat mijoté parce que c'est servi avec les légumes à côté et c'est pas forcément dans une sauce épaisse
Comme l'image qu'on se fait d'un plat mijoté finalement. Ça ressemble pas à une bolognaise, ça ressemble pas à un bourguignon, ça ressemble pas à une daube, ça ressemble c'est juste la langue de veau, ça ressemble que à la langue de veau. C'est de la viande et des légumes. C'est ça, c'est assez unique. Et là, pareil, pour faire une langue de veau, je vous interdis formellement, et je jure, hein, vraiment, je vous interdis à prendre des trucs surgelés ou quoi dégueulasse. Allez chez votre boucher, je vous en supplie. Allez chez votre boucher et demandez une langue de veau. N'allez pas en supermarché pour en acheter, c'est ignoble. Vraiment, ne faites pas ça. La langue de veau du boucher, il faut bien connaître le boucher, être sûr un peu de ses élevages. Et une fois que vous êtes un peu sûr de ça, vous demandez la langue de veau. Mais vraiment, je vous interdis formellement de prendre autre chose qu'une langue de veau d'un boucher. Voilà. C'est mon côté un peu impératif du podcast. C'est vraiment interdiction de prendre de la viande en supermarché pour ce plat, quoi. +1. Voilà, merci. Et du coup, bon, on a mangé les entrées, on a mangé les plats. On va peut-être manger le dessert maintenant. Qu'en pensez-vous? On va commencer par, par Enguerrand cette fois-ci. Ah mince. Alors moi, du coup, au lieu d'avoir une adresse, j'en aurais plusieurs. Parce qu'il s'avère du coup que une partie de ma famille vient de Bretagne, et qui dit Bretagne dit des saveurs insoupçonnées, un peu comme la cuisine indienne. Hein. La cuisine bretonne, c'est du gras et un peu de gras par-dessus. Éventuellement un peu de sucre aussi. Ah bah là, c'est un de mes plats préférés en Bretagne, c'est le kouign-amann. Alors effectivement, le kouign-amann, c'est farine, beurre, sucre, et puis à volonté. Et après, c'est un combat entre toi et la pâte. J'avais déjà tenté d'en faire un. Après, c'est un combat entre toi et la pâte pour savoir qui va l'emporter. Et donc, si le cuisinier arrive à remporter son combat contre le kouign-amann, en général, ça fait quelque chose qui fond sur la langue comme jamais. Et du coup, cet amour pour le kouign-amann m'a amené à un moment à faire un peu un tour de la Bretagne pour trouver le meilleur kouign-amann. C'est avec un ami, on avait 3 jours à tuer en Bretagne, en voiture. Donc on s'est dit pourquoi pas aller de ville en ville. Et je me suis dit, ben écoute, j'ai l'habitude du kouign-amann un peu à la va-vite. Pourquoi est-ce que je prendrais pas le temps, en visitant les villes, d'aller à un boulanger du coin, de demander le kouign-amann. Donc j'ai dû me faire une dizaine de kouign-amann en 3 jours. Monsieur. Mi-homme, mi-kouign-amann. Mais c'était fabuleux parce que tu vois, chaque forme est différente. Tu avais des kouign-amann carrés, tu avais des kouign-amann avec le petit symbole celte en forme de toupie. Enfin, c'était juste incroyable. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à aller chez votre boulanger du coin en Bretagne pour demander son kouign-amann. Il sera très, très heureux de vous en proposer. Et du coup, mon choix s'est porté. Le meilleur kouign-amann que j'ai jamais mangé, c'est celui. Alors, c'est un petit vendeur de kouign-amann qui se situe à Vannes. Lui aussi est situé dans un coin de rue, à côté de la halle aux poissons. Ok. Et il fait des kouign-amann délicieux, alors que de l'autre côté de la rue, il y a 2 pâtisseries qui disent avoir reçu la médaille d'or du meilleur kouign-amann à un moment donné, mais c'est faux, quoi. Je sais pas. C'est en 1993. Ouais, voilà, c'était une autre époque, quoi. Parce que là, c'est plus du tout les meilleurs kouign-amann qu'on peut trouver en Bretagne. Et je vous attends. J'attends vos kouign-amann par la poste. Régalez-nous. Et du coup, voilà, c'est ce que je peux vous proposer comme dessert. Et en général, tu manges un kouign-amann et tu manges rien. Ouais, tu manges juste ça, quoi. C'est pas possible. J'ai fait l'erreur une fois d'en prendre un à 16h, un petit kouign-amann. J'allais dire kouign-amann. C'est des petits kouign-amann à Nantes qui s'appellent les cougnettes, d'où le fait que ma langue est fourchée. Tu prends un kouign-amann vraiment après 16h, une couignette après 16h. C'est compliqué de dîner derrière, hein, vraiment. Ouais, tu peux pas te les notions après à cause du beurre qu'il y a. Je te jure, après tu transpires du beurre, quoi. C'est vraiment assez terrible quand même. Et est-ce que tu as d'autres desserts éventuellement dont tu souhaiterais nous parler? Écoute, là non. Je m'incline devant le kouign-amann, mon supérieur en tout point. Ça marche, très bien.
Très bien. Et toi, Chloé, experte en pâtisserie? C'est ce que j'allais ajouter. Je pense que je cuisine pas mal de desserts. Peut-être un peu moins en ce moment parce qu'avec la chaleur qu'il y a eu les semaines dernières, allumer le four, c'est pas forcément la meilleure idée. Et alors moi, je veux partager une super recette que ma grand-mère fait parce qu'on a pas mal parlé de ça aujourd'hui et je pense que c'est important de rendre hommage aux mamies Tout à fait. qui ont des bonnes recettes. Et ma grand-mère fait un gâteau à la noisette. Ouais. Pardon. J'ai pas pu m'en empêcher. J'adore ça. C'est trop Je bon suis la désolé. noisette. J'aurai la recette, Charles. Oh là là. Et en fait, c'est comme un gâteau au yaourt au niveau de l'aspect, sauf qu'en plus, du coup, elle rajoute des noisettes et des noix. Et moi, en plus, c'est vraiment mon plaisir coupable, mais en plus, c'est hyper bien parce qu'il n'y a pas de beurre dans cette recette. On peut en manger autant qu'on veut, puisque ce n'est pas gras. Oh là là. Voilà. Vraiment, j'adore. Et à chaque fois que je vais chez elle, elle m'en fait parce que maintenant, elle sait que j'adore ça. Et puis, je suis trop contente parce que du coup, je chipe un peu la part de tout le monde. Et en plus, comme mes parents savent que j'adore ça, ils osent pas trop en prendre parce que je les regarde très méchamment. Après, sinon, on me touche pas à mon Chloé gâteau. mort. Voilà. Et à chaque fois, du coup, je repars au moins avec une moitié de gâteau sur Paris après mon trajet chez elle. Donc, je suis très contente. Oh Et là non, là. franchement, c'est trop bon. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des gâteaux sans beurre parce que Mm. parfois, quand on n'a pas cet ingrédient-là, tu te dis, bon, alors qu'est-ce que je vais faire sans beurre? Hérésie, au bûcher. Ouais, c'est sûr que par rapport au Kunyaman, là, on passe de beaucoup de beurre à zéro beurre. Ah ouais, là, c'était vraiment clivant, hein, comme... Enfin, clivant, non, c'est peut-être pas le bon mot, mais au moins la rupture était nette, quoi, entre la recommandation d'Enguerrand et celle de Chloé. Mais j'avoue, un gâteau à la noisette, ouais, c'est très très bon. Après, j'ai encore d'autres desserts, mais je vais m'arrêter à 3. Donc, pour les Vas-y. séparer de tout le monde. Le deuxième, c'est la mousse au chocolat que fait mon papa. Le seul dessert qu'il sait faire. Mais écoutez, au moins, Il le fait bien. voilà. Et je veux dire à tout le monde, s'il vous plaît, ne mettez pas de sucre dans la mousse au chocolat. Il n'y a pas besoin. Oui, merci. La mousse au chocolat, c'est très simple. Il faut juste des œufs et du chocolat. Parce que dans le chocolat, il y a du gras, il y a du sucre. Donc, ça sucre naturellement la mousse au chocolat. Les œufs vont apporter après la texture. Mm. S'il vous plaît, pas de sucre. Genre, quand je vois toutes les mousses au chocolat faites industriellement, la plupart sont avec du sucre, avec du beurre. Et pour moi, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être juste du chocolat et des œufs. Voilà. Ouais. Très C'est vrai. important de vérifier ça. Toi, Charles, c'était la langue de bœuf. Moi, c'est le sucre dans la mousse au chocolat. Ouais, ouais, non, vraiment, il y a des recettes comme ça, ça ne sert à rien de rajouter du sel parce que parce que tes ingrédients salent naturellement. Du sucre pour la mousse au chocolat, c'est une hérésie. Les personnes qui mettent du sucre dans la mousse au chocolat, vraiment, bon, j'ai pas envie d'être insultant ou quoi, mais vraiment, voilà, hein, bon, faut faire attention parce que après on pourrait devenir méchant. Laisse Non, mais parler c'est ton vrai, cœur. Pardon? Laisse parler ton cœur, Charles. Non, mais c'est vrai qu'après, ça devient trop sucré, c'est immangeable, quoi. Enfin, après, c'est chacun ses goûts, quoi. Il y a des gens qui adorent les desserts vraiment très, très sucrés, mais je suis pas trop sucre, généralement et tu me mets du sucre dans une mousse au chocolat, enfin, je suis incapable de terminer ce que tu me donnes, en fait, c'est beaucoup trop. Moi, j'adore les desserts sucrés, parce que vraiment, j'en fais des très sucrés. Mais je trouve que la mousse au chocolat, pour moi, ça devrait tellement rester simple. Et c'est Mmh. un basique, et pour moi, faut pas y toucher. Il y a des choses sur lesquelles on peut toucher, et pas le sucre dans la mousse au chocolat. Ça, on n'en met pas. Voilà, ça, au moins, le message est passé, je pense. T'as raison, Chloé, il faut être solide sur les appuis quand il s'agit de conviction culinaire, hein. Et pas de sucre dans la mousse au chocolat, et il y a beaucoup d'autres règles qui s'appliquent, mais bon, il y a Oui. un vrai cuisinier transige pas sur certains aspects de la cuisine. Tout à fait, on est bien d'accord. Parce que dans la cuisine, je trouve ça bien, on est vraiment libre sur ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai qu'il y a des classiques qu'il faut quand même un peu respecter. Et pour moi, ça, c'était important de le noter. Tout à fait. Du coup, le troisième dessert que j'ai envie de partager, c'est les macarons Alors oui. que j'ai fait avec ma maman. C'est un peu
On a eu beaucoup de moments de partage quand j'étais petite et la pâtisserie, ça en fait partie. En fait, elle a écrit un livre de gâteaux qu'elle n'a pas vraiment publié, mais c'est une espèce de plateforme où tu peux faire un peu tes livres photos et après les gens peuvent l'acheter en format. Ça Ok. s'appelle Blurb, je sais pas si ça existe. Le nom est un peu bizarre, donc voilà. Et du coup, j'ai beaucoup perfectionné cette recette avec elle. Et ça, pour le coup, comme on disait avec lui tout à l'heure, les macarons, c'est une recette qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Pour le coup, on peut pas faire comme on veut parce que le moindre gramme de sucre en trop ou de poudre d'amande, ça va vraiment tout va changer. Et il y a plein de petits gestes techniques à avoir. Et je voulais en partager quelques-uns avec vous pour si un jour vous voulez vous lancer dans les macarons, ça ne rate pas. Je t'en supplie, fais donc. Pour savoir la recette que ma mère a trouvée, elle les a fait 50 fois avant d'arriver à la perfection que sont ces macarons et du coup que sont mes macarons aujourd'hui, vu que j'ai volé la recette. Voilà, j'ai pas de honte à le dire. Hein. Faut prendre ce qui est bien. Et du coup, ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais donc une fois qu'on fait notre pâte de macarons, donc avec des poudres d'amandes, c'est des œufs montés en neige. Après, il y a du sucre, etc. J'ai pas rentré dans le détail. Il y a Enguerrand Mais qui est en train de fondre, littéralement. et du coup, une fois qu'on a mis de la pâte dans une poche à douille, qu'on a fait nos petits ronds, il faut bien taper en fait la plaque sur la table. Alors ça fait du bruit, c'est chiant, mais en fait ça permet aux petites bulles d'air d'évacuer. Du coup, les macarons, ils vont vraiment avoir une coque lisse parce que sinon, il y a tendance à avoir des petits trous ou des petites imperfections. Et cette petite chose, ça va nous permettre vraiment d'avoir une coque super lisse. Et le macaron, c'est avant tout un dessert visuel. Donc, si les coques sont pas très belles, et du coup, c'est un peu compliqué. Et la deuxième petite astuce pour qu'ils soient encore plus beaux, c'est quand on les met au four, c'est à peu près 10 minutes, une cuisson de coque de macaron. Et en fait, toutes les 3 minutes, il faut ouvrir le frigo, le four, Le four, pour oui. en fait, oui, voilà, c'est mieux parce qu'au frigo, ça va Ça pas cuire. situe. Ouais, voilà. Il faut ouvrir le four parce que ça va permettre en fait de laisser échapper l'humidité et comme ça les coques elles seront toutes belles et toutes parfaites. Et aussi un dernier petit conseil pour tous ceux qui veulent faire plusieurs goûts. Et ça, on n'y pensait pas forcément parce qu'on se disait pas ah il faut mettre des colorants et tout, sauf qu'on n'a pas forcément tous des colorants. Avant la cuisson, parce que la pâte elle est quand même assez blanche. Vous pouvez en saupoudrer certains de poudre de cacao et comme ça, en fait, ça les colore naturellement. On a tous les gens qui pâtissent un peu, on a tous de la poudre de cacao chez nous. Et franchement, le résultat est top et comme ça, quand on n'a pas de colorant, bah, ça permet de faire deux parfums différents, genre vanille chocolat ou caramel chocolat. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. D'accord. Au Nickel. final, les macarons, c'est pas si compliqué que ça. Franchement, ça demande juste un peu de temps, mais tout le monde peut réussir. C'est des recettes assez abordables. Il faut juste avoir 2-3 instruments chez soi, mais voilà, c'est faisable. Et j'ai eu l'opportunité de manger des macarons. Alors, je sais plus si c'était ta maman ou toi qui les avait fait à la framboise, si je dis pas de bêtises. Et c'était une tuerie. Donc, je confirme, les macarons chez Chloé, vraiment très très fort. Très Toujours très la fort. même adresse à Boulogne. Hein. Au moins, c'est pratique. Du coup, ça y est, t'as donné tes 2 recettes, 3 recettes. Je sais plus où on en est. Ouais, c'était les 3. Après, j'en C'était les ai 3. tellement plus parce que je fais tellement de desserts. Moi, c'est ce que j'adore faire. Donc, si besoin, je pourrais en parler des heures et des heures. Mais On fera un hors-série sur la pâtisserie avec juste toi au micro. super. Et je pense qu'on peut faire un hors-série du coup de Louis avec ses plats. Comme ça, on le complétera Ouais, bien. Ouais. je pense. Alors, blague à part, faudra qu'on confirmera ça avec le collègue Enguerrand. Mais il est possible qu'on revienne un petit peu sur le sujet de la cuisine, un peu plus dans le détail. Donc, voilà, on tease pas trop, mais ça va revenir lourd, comme disent les jeunes. Eh ben, nous allons passer à Louis, du coup, pour les desserts. Je t'en prie, Louis, fais-nous partager tes meilleures recommandations.
Alors, il y a Chloé qui a donné sa recette de gâteau aux noisettes sans gras. Et il y a Enguerrand qui est parti à la conquête du meilleur kouign-amann. Alors, moi, il y a un petit peu un mix des deux, vous allez comprendre. Déjà parce que le gâteau dont je vais parler, c'est le côté obscur de la recette de Chloé. Parce que là où celui de Chloé avait la grande qualité de pas être gras du tout, moi, c'est un gâteau très gras que je vais présenter, mais c'est pas tellement un problème qu'il soit gras parce que c'est un gâteau d'exception qu'on va manger seulement à quelques occasions. Je peux pas dévoiler la recette. J'aimerais bien parce que j'aimerais bien la connaître, mais elle est tenue secrète par ses créateurs. L'avantage, c'est que je peux donner l'adresse de la maison à laquelle on peut aller les acheter. C'est la pâtisserie Artigared qui se trouve à Pau, à Tarbes et à plusieurs autres villes du sud-ouest. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible de commander. Quand je vais là-bas, on peut en prendre. C'est le gâteau russe. C'est un gâteau qui est né au 19e siècle et qui est nommé d'après sa saveur des amandes, parce que le gâteau est fait avec des amandes qui à l'époque étaient importées de Crimée. Et donc aujourd'hui, l'artisan qui fait ça en France, qui fait le mieux ça en France, et c'est là que ça rejoint un petit peu la quête d'Enguerrand et du meilleur pâtissier. C'est le pâtissier Artigared qui a une recette secrète depuis le 19e siècle pour faire le meilleur gâteau russe. Alors comment on sait que c'est la meilleure? Eh ben moi déjà je vous dis que c'est vachement bon. Et la deuxième garantie de qualité que cette recette a, c'est que la maison, la pâtisserie est le fournisseur officiel de la cour d'Angleterre. Et c'est pour une raison. Oui. Donc finalement, pour vous donner un petit peu quelques détails par rapport à ce gâteau russe, il va y avoir un goût d'amande et de noisette parce qu'il y a une crème pralinée dedans. On ne sait pas exactement comment elle est constituée, mais c'est des goûts qui ressortent. Ça va avoir l'apparence d'un gâteau carré, pas forcément très épais, recouvert de sucre glace, qui est avec une sorte de crème à la noisette. Ils vont aller marquer le nom de leur boutique dessus, Artigared, en belles lettres calligraphiées. Pour ce qui est de la texture, ça va être une texture assez moelleuse, mais il y avoir un petit peu de croustillant, un peu comme s'il y avait plusieurs couches de pâte. Je n'ai jamais réussi à déterminer combien il y en avait, mais il faut savoir que c'est un gâteau d'une telle finesse et d'une telle précision que c'est pas forcément donné à tout le monde de voir jusqu'où il est précis, combien de couches de pâte il y a, quel genre de crème est utilisé, s'ils en utilisent différentes, d'où ils font venir leurs ingrédients, etc. Tout ça, c'est assez compliqué à dire. Nous, quand on voulait faire un repas de luxe dans le sud-ouest avec mes parents, ma grand-mère, on en prenait un et puis ensuite on mangeait juste avant, on mangeait les riz de veau. On mangeait les riz de veau ou on mangeait la poule au pot, qui étaient les deux plats de luxe qu'on peut se faire à peu près une fois par an là-bas, 1 à 2 fois par an. En entrée, éventuellement, si on est sur un repas de Noël avec le saumon, les huîtres, etc. Tout ça, ça fait un excellent repas. Et en dessert, on a le gâteau russe qu'on accompagne d'une tasse de café. Et ça, ces repas, en fait, finalement, ils étaient tellement longs que ça nous amène facilement à 4 heures de l'après-midi. Et à 4 heures, on est en train de manger du gâteau russe par minuscule portion, ce gâteau mystérieux et délicieux dont personne ne connaît le secret, à part un artisan mystérieux. Et non seulement c'est des beaux souvenirs, mais en plus, je vous dis tout de suite que le gâteau russe, ça représente à peu près une demi-étagère dans un de mes congélateurs. C'est parce que ça se congèle très bien. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller dans le sud-ouest récupérer et que vous passez jamais à côté d'une boutique qui s'appelle Artigared, vous retrouverez le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté et peut-être l'un des gâteaux les plus réputés de France. Oh là là, quelle entrée en matière. Vraiment, quelle description. C'est si fin. Alors, c'est très dur parce qu'on approche 20h. Et j'avoue que là, ça commence à devenir de plus en plus difficile. J'ai l'impression que c'est dur du côté d'Enguerrand aussi. J'ai tellement mal au ventre à l'idée de savoir tout ce
Tout ce gras que je ne mange pas. Ok, donc c'était ta recommandation, Louis. Tu en as d'autres peut-être? Je pense qu'elle suffit à elle-même. Ouais, je pense aussi. Et c'est Chloé, la spécialiste de la pâtisserie, donc je préfère pas donner mes recettes parce qu'elle paraît très, très maigre par rapport à ce que fait Chloé. À l'époque, c'est à l'époque où on était en association de cuisine, c'était la spécialiste des desserts et moi des plats de résistance. Hein. On a peut-être C'est gagné bien. on a fait une bonne équipe, on a gagné plusieurs concours, donc elle était sur son terrain sur les desserts. Chacun son terrain, effectivement. Alors pour mes recommandations, moi j'en ai deux et ça va être deux adresses. Premier, c'est un gâteau qu'on trouve dans le sud-ouest, c'est un gâteau basque qu'on trouve dans une épicerie fine qui s'appelle Arostegui à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Et ils en font donc nature, du gâteau basque classique, et du gâteau basque à la cerise noire. Et j'ai pas trouvé meilleur gâteau basque que là. En fait, enfin, j'en mange à chaque fois que j'en trouve dans une boulangerie, j'en mange. Vraiment, c'est comme le flan, c'est horrible. C'est si j'en vois, j'en mange. Voilà, je peux pas me contrôler. Et du gâteau basque, j'en ai mangé vraiment beaucoup dans plein d'endroits différents. Et j'en ai pas trouvé meilleur que chez Arostegui. Alors je suppose qu'il y a des gâteaux basques artisanaux faits par des grands-parents dans le sud-ouest qui doivent être bien meilleurs. Mais voilà, le gâteau basque d'Arostegui, vraiment, tout est dosé, mais parfaitement. T'as pas trop de sucre, pas trop de gras, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est assez équilibré, entre guillemets. Bon, ça reste un gâteau basque, hein, donc ça reste sucré et gras, mais c'est vraiment très très bon. Et pareil, je crois que tu ne peux pas commander ce gâteau, ou alors il doit être congelé pour être transporté, et c'est pas bien de faire ça. Donc voilà, puis ça me rappelle un peu mon enfance, enfin mon adolescence plutôt, quand j'allais passer des vacances là-bas à Biarritz. Et du coup, on y allait en hiver, on passait Noël là-bas avec des amis de la famille. Et du coup, on mangeait tous les jours du gâteau basque parce que c'est vraiment très 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 bon. Et vraiment, ça me ramène 10 ans en arrière, là, même un peu plus, d'y repenser. Et j'aimerais beaucoup la retourner pour remanger du gâteau basque parce que c'est vraiment très très fort comme truc. Et ma deuxième recommandation, là aussi, on va retaper dans l'enfance. C'est un dessert que je mangeais avec mon père et mon grand-père, notamment. C'est le Mont Blanc de chez Angelina, qui est un salon de thé à Paris. Alors, le Mont Blanc, qu'est-ce que c'est un vrai Mont Blanc? Parce que là aussi, je vais être intransigeant sur le Mont Blanc. C'est pas une glace. Le premier qui me dit qu'une glace au marron avec de la chantilly, c'est du Mont Blanc, je lui mets une paire de claques. Bah, tu parles de la montagne, là. Voilà, c'est. Je T'as de la comprends pas. chance qu'on enregistre à distance, toi, parce que bon, voilà. La crème dessert aussi, Mont Blanc. Oui, alors ça, faut arrêter aussi, hein, la crème dessert à la vanille, on me l'a fait quand je dis: «Ah, un de mes desserts préférés, c'est le Mont Blanc». On fait: «Ah, ton dessert préféré, c'est de la crème». Non! C'est vraiment une pâtisserie très, très bonne. C'est une recette, en fait, qui a été créée au début du XXe siècle, par Angelina. Alors c'est selon leur mythologie à eux, si je puis dire. Et en fait, c'est une meringue. La base, c'est une meringue vraiment assez sèche et bien croustillante comme il faut. Tu une dose de chantilly, mais quand je te dis une dose de chantilly, c'est vraiment un truc assez mastoc, et recouvert par-dessus de vermicelle de pâte de marron. Pas de la crème de marron, de la pâte de marron. Et un peu de sucre glace dessus. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas très sucré. Ça, c'est vraiment mon exception. Le marron, alors le marron, ça, voilà, ça je peux en manger à toutes les sauces. Mais alors le Mont Blanc de Changelina, c'est un des trucs les plus sucrés du monde. Et qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu, c'est vraiment terrible. Et pareil, du coup, je disais, ça me ramène en enfance parce que je me souviens quand mes grands-parents paternels venaient nous voir en région parisienne. Mon papa s'arrêtait là-bas et achetait des Mont Blanc pour tout le monde. Et voilà, ça me ramène à ce temps-là, et j'y suis allé, il y a 2 ou 3 ans, je crois, la dernière fois.
Et j'ai été un peu déçu, je dois dire. Alors peut-être que c'est la nostalgie qui parle, mais je l'ai trouvé un peu moins bon, un peu moins gros surtout. Peut-être aussi parce que j'étais petit quand j'en mangeais, donc du coup ça me paraissait énorme. Ouais, ça s'explique. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et du coup, j'étais un peu déçu, mais ça reste quand même une giga tuerie. Vous laissez pas berner par la queue qu'il peut y avoir devant parfois, parce que souvent ce sont juste des Chinois qui sont là pour regarder ou juste pour acheter à emporter et pas nécessairement manger sur place. Du coup, s'il y a un peu de queue, n'hésitez pas à y aller vraiment. Et puis si vous avez l'occasion, si vous avez vraiment faim et que vous avez envie de sucre, prenez leur chocolat chaud avec le Mont Blanc. Alors là, pareil, vous mangez plus pendant 2 semaines après ça, hein, parce que ça te cale, mais d'une puissance, voilà. Mais un Mont Blanc avec leur chocolat chaud fait maison. Enfin, je peux pas dire mieux, quoi. C'est vraiment extraordinaire comme plat, enfin comme plat, comme dessert. T'as pas besoin. Ça arrive souvent que des desserts extrêmement sucrés soient aussi. Euh, Souvent, on se dit trop de sucre, bah, tu le dessert, mais ça arrive que des desserts extrêmement sucrés soient en fait, ou extrêmement gras, soient en fait vraiment les meilleurs. Donc, j'ai pas du tout de mal à concevoir ce Ouais, que tu dis. ouais. Je pensais au tiramisu au beurre de cacahuète de Chloé. C'est Ah oui. Non, mais là, j'y pense, j'ai le diabète. Enfin, tu vois, Quoi? Mais depuis quand tu fais ça? mais depuis au moins 4 ans, je pense que c'était il y a 4 ans à Ouais. l'époque, Mais où elle était passée, où elle avait frôlé la victoire à un dîner associatif avec un, un tiramisu au beurre de cacahuète, on aurait nagé dedans. mais C'était, c'était, moi aussi j'ai eu du diabète en l'entendant, j'ai pris 2 kilos rien qu'à l'écouter, et puis j'ai vraiment été surpris, ça m'a marqué, Chloé. En fait, on dirait pas comme ça, mais parce qu'on se dit tiramisu, beurre de cacahuète, mais ça ne va pas du tout ensemble. Et c'est une bonne alternative pour les gens qui n'aiment pas le café. En fait, tu rajoutes du beurre de Mm. cacahuète dans ton mascarpone que tu fais. La couche un peu, on va dire, onctueuse du tiramisu. Et franchement, ça rend super bien. Et en fait, après, au lieu de tremper, moi, les biscuits dans le café, je les trempe juste un tout petit peu dans de l'eau chaude pour qu'ils soient quand même un peu moelleux. Et franchement, ça rend super bien. Et je vous le conseille. Moi, en fait, j'achète souvent du beurre de cacahuète qui est pas sucré, enfin, vraiment le brut, et avec des morceaux. Et franchement, c'est une tuerie. Effectivement, il faut quand même un peu aimer le sucre, mais ça rend bien. Ok, ok. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que nous passions à notre petite conclusion, avant de terminer cette émission? Moi, j'ai une autre adresse du coup dans Paris pour des chocolats chauds. Ah, je t'en Euh, prie. c'est très important le chocolat chaud. Oui. J'ai testé d'ailleurs ce week-end. Ils font des super brunchs. Ça s'appelle Oct and Loca, ah H-O-C-T. oui, Et en fait, je ils te connais, ouais. font, ouais, c'est trop bon. Ils te font déguster en gros des différentes variétés de chocolat que tu peux choisir après, soit en ramequin, soit dans une boisson chocolatée. Moi, comme je suis une gourmande, j'ai pris les ramequins pour pouvoir tremper mes fruits et mes pancakes dedans. Et franchement, c'est super bon et c'est une adresse qui est pareille dans le 4e, 3e et arrondissement de Paris. Et c'est vraiment super, super, Mm. super bien. Pour les fans de chocolat, je vous le recommande. Mais oui. Et attends, et c'est pas aussi eux qui font. Alors, ils prennent de la glace à la vanille et ils font tremper ça dans un bain de chocolat. Et Ouais, c'est ça. t'as le chocolat qui durcit autour de la glace. Et après, quand tu croques, Yes. c'est juste une vague de glace et de chocolat. Et c'est juste Ouais. trop bien. Et je vais y retourner maintenant que c'est ouvert. Ouais, ça a rouvert et franchement, c'est trop bien. Et du coup, nous, on a pris le brunch, donc il y avait aussi du salé pour 25 euros. Donc ça va, c'est très, très raisonnable pour un prix en brunch parce que ça peut vite monter. Mm. Franchement, les chocolats, j'en ai goûté un qui était chocolat noir passion. Trop bon. Ah, et Ah maintenant, là il là. est temps d'aller manger. Ah, ça y est, ça se précise un petit peu. On va, on va terminer cette émission du coup. Et bah, tout simplement, moi je vais vous remercier, mes chers amis, d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à vous, Chloé, Louis et Enguerrand. Et nous allons terminer du coup notre émission sur une citation de Noël Châtelet
qui dit « Face à la nourriture, le corps ne sait rester neutre, il est prêt à toutes les folies, à toutes les fantasmagories, et la mort ne lui fait plus peur. » Chères auditrices et auditeurs, je vous encourage à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. Suivez-nous bien évidemment, vous connaissez la musique, sur Instagram pour ne rien rater de notre actualité et sur Facebook ainsi que Twitter pour découvrir des ressources complémentaires. Et du coup, vous, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos meilleures expériences culinaires et quelles sont vos meilleures adresses en France, dans le monde, peu importe. Tant qu'on apprend quelque chose, c'est cool. N'oubliez pas également d'aller faire un tour sur notre page Ulule pour notre campagne de crowdfunding et de faire un don si le cœur vous en dit. La campagne n'est pas encore terminée. Un grand merci aux personnes qui ont déjà contribué et un grand merci en avance aux personnes qui vont le faire. Donc voilà, et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.